Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Event News TV. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau dans le cadre de notre émission consacrée à la présidentielle qui aura lieu en octobre prochain en Côte d'Ivoire. Direct présidentielle, comme on nomme cette émission, nous recevons donc le député Kouadio Konan-Bertin, que certains appellent affectueusement KKB. Bonjour honorable. Bonjour frère. Le député Kouadio Konan-Bertin, qui est membre fondateur de la CNC, est aussi candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Alors, honorable, vous êtes un peu plus régulier en France, alors que les débats de la présidentielle, ce sera en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous fait courir? Pourquoi vous êtes tout le temps ici? Je voudrais, dans un premier temps, que vous me permettiez de vous dire merci et féliciter l'excellent travail que vous faites, qui nous procure certainement une fierté légitime de voir des jeunes cadres ivoiriens, malgré les conditions difficiles en exil, s'occuper de fort belles manières, comme pour dire que nous avons du génie en nous, en chaque citoyen. Et c'est pour cela que un des thèmes sur lequel je mettrai l'accent dans cette campagne, c'est la fierté de l'Ivoirien, la fierté nationale. Je demandais à chaque Ivoirien d'être fier de lui-même et que nous soyons fiers d'être Ivoiriens collectivement. Je suis là et je me plais d'être avec vous pour dire que je suis candidat à l'élection présidentielle de 2015. Je l'ai dit il y a un peu plus d'un an maintenant aux Ivoiriens qu'avec ou sans le PDCI-RDA, je suis candidat et que je ne reculerai devant aucune audace. Je le dis parce que vous avez vu vous-même la forfaiture orchestrée par le président Bédier, le président de mon parti, qui, envers et contre tous, décide de façon unilatérale d'aliéner le grand PDCI-RDA, le parti de Félix Houphouët-Boigny, pour en faire un instrument à la remorque d'un homme à qui il veut plaire, là aussi contre toute attente. Le PDCI-RDA ne peut pas se payer le luxe, comme je l'ai souvent répété, d'être absent à un si grand rendez-vous important, d'un tournant décisif qui marque le retour à la paix et à la réconciliation. C'est le parti de la paix, c'est le parti du dialogue, c'est le parti du rassemblement, le parti bâtisseur. Il n'y a pas mieux que lui. En ces circonstances-ci, pour rassembler à nouveau les Ivoiriens. C'est pourquoi je suis candidat. Et je suis en France, comme je suis aux États-Unis, comme je suis partout dans le monde, parce que n'oubliez pas une chose. Moi, je pense que dans la vie, quand les événements vous arrivent, c'est justement pour que vous puissiez en tirer les leçons. Les élections de 2010 nous ont donné l'occasion d'assister à un scénario. Honorable, on va vous interrompre. Le président Gbagbo disait, oui. vous permettez, oui. Lui croyait si bien dire en déclarant qu'il était le candidat des Ivoiriens et que Dramane Ouattara était le candidat de l'étranger. À la fin du processus, il se trouve que le candidat de l'Ivoirien, des Ivoiriens, est en prison à l'étranger, pendant que le candidat de l'étranger est le président des Ivoiriens. Comme pour dire qu'il ne suffit plus de nos jours d'être seulement le candidat des Ivoiriens pour être président des Ivoiriens. Oui, je veux être président de la Côte d'Ivoire. Je revendique donc le suffrage des Ivoiriens. Mais je veux partout aussi, il se trouve. Partout il se trouve. Or, vous savez, du fait de la guerre, ils sont des milliers aujourd'hui à l'extérieur. Et en France, il semble que sur l'ensemble des Ivoiriens et la diaspora, la France, elle seule, compte 60%. Est-ce que ce n'est pas un motif suffisant pour que n'importe lequel d'entre nous qui veut briguer donc la magistrature suprême, eh bien, les fréquente? Parce que je veux accorder justement une place de choix à ces Ivoiriens de la diaspora. Donc, dans le programme ou le projet que je clairement, vous voulez faire de l'Europe votre rampe de lancement. J'ai souvent coutume de dire que ceux des nôtres qui ont quitté la Côte d'Ivoire pour se frotter aux autres civilisations des pays développés et civilisés, nul doute qu'ils ont acquis beaucoup d'expertise, beaucoup de talents nouveaux qui peuvent mettre au service de la construction nationale. C'est pourquoi je suis là pour les exhorter justement à penser à leur pays et à penser revenir pour aider à bâtir. Avant d'aller plus loin, honorable, nous allons évoquer cette actualité qui étale une fois de plus
la répression du pouvoir sur l'opposition au grand jour. Après Cissé Mariam, qui est de la jeunesse du Front populaire ivoirien, Zagol Turan, qui est de la jeunesse de l'UNG, et bien d'autres leaders, Daï Nestor du FPI, vient d'être mis aux arrêts à son tour par la police du pouvoir. On note que ces jeunes sont tous membres de la CNC. Vous-même, vous êtes un ancien de la jeunesse, vous êtes l'ancien président de la jeunesse du PDCI-RDA. Comment est-ce que vous vivez ces arrestations qui sont désormais devenues inacceptables? Vous comprenez désormais pourquoi j'ai donné dos au RHDP auquel j'ai appartenu aux premières heures. On nous a fait croire que c'était un regroupement des enfants de Félix Houphouët-Boigny. J'y ai cru, ou du moins j'ai failli y croire. Parce que pour moi, ce qui préside eh bien, la pensée politique d'Houphouët, c'est la tolérance, c'est la paix, c'est le pardon. Houphouët n'arrêtait pas les Ivoiriens comme ça. Nous avons fait la guerre. Je pensais que de vrais enfants de Félix Houphouët-Boigny au pouvoir en Côte d'Ivoire, dans ces conditions-là, seraient plutôt enclins à rassembler à nouveau, tendre la main, amener les Ivoiriens à disposer leur cœur à aller au pardon, pardon des offenses, pardon des blessures, pour que justement nous puissions donner une chance à la réconciliation. Malheureusement, non seulement nous vivons l'ère d'une justice à double vitesse, mais c'est une répression sans nom, eh bien ce n'est rien d'autre qu'une politique de vengeance, ce qui est contraire à la pensée politique de Félix Houphouët. Et c'est regrettable, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de cela. Je vous ai toujours dit cela, le peuple ivoirien est méconnaissable parce qu'il ne vit plus ensemble. Les Ivoiriens vivent côte à côte et se regardent en chair de faïence. Eh bien, chacun attend son tour pour pointer le poignard dans le dos de l'autre. Mais dans ce cycle infernal, quand est-ce que nous aurons le temps pour penser à l'avenir de nos enfants? Voilà l'équation. Je crois que ce sont des choses à condamner. Et j'invite le président Ouattara et son gouvernement à arrêter ça, surtout que nous sommes à quelques mois des élections. Il faut plutôt poser des actes allant dans le sens de la décrispation de l'atmosphère générale pour que nous puissions aller à des élections apaisées. Alors, vous êtes membre de la coalition nationale pour le changement et la naissance de ce regroupement a suscité beaucoup d'espoir en Côte d'Ivoire. Malheureusement, les couacs se multiplient au sein de ce regroupement de l'opposition ivoirienne. On note d'abord le tango inexplicable du ministre Amara Issi, qui jusque-là n'a pas encore signé la charte de la CNC. Et puis, dernière en date, on a entendu le président Mamadou Koulibaly des leaders, sa force d'émission. Il paraît qu'il y a eu une prise de bec entre lui et vous. Il a dénoncé qu'on puisse s'attaquer à l'inéligibilité de Ouattara. Finalement, ceux qui disent que la CNC est un panier à crabes ont-ils raison? Non, ils n'ont pas raison. Je sais que c'est le souhait de beaucoup, donc de quelques-uns, qui ne sont pas nombreux. S'ils avaient été nombreux, ils ne se seraient pas livré une telle guerre pour être candidat unique. Ils ne sont pas nombreux, heureusement, pour la Côte d'Ivoire. Leur souhait, justement, c'est de voir la CNC mourir. Ils ne pensent pas que ça puisse eh bien, résister, mais ils se trompent. Je peux vous dire sur ce plateau que la CNC se porte bien. Elle se porte très bien. Elle est riche de sa diversité. Oui, à l'intérieur, vous avez des différents leaders de partis politiques, notamment ceux du FPI, avec des anciens, des militants du PDCI-RDA, comme nous, et puis d'autres. Nous sommes à l'intérieur d'une coalition. Je l'ai dit aux Ivoiriens, je le répète encore ici, la CNC, c'est un instrument que nous mettons à la disposition de chaque citoyen qui a soif de liberté et qui veut conquérir quelques espaces de liberté dans notre pays et voir la Côte d'Ivoire se réconcilier par des élections libres, transparentes, propres. La CNC est cet instrument-là qui doit justement se battre pour obtenir des conditions d'élection justes et transparentes. Il faut que nous puissions peser sur le processus. Je félicite ces Ivoiriens qui, malgré la peur, sont venus les mains nues, qui ont bravé toutes sortes de difficultés, sans qu'il y ait eu de moyens de locomotion. En 48 heures, on fait cette grande démonstration de force à Yopougon lors du premier meeting que nous avons organisé dans cette localité. Je dis des mémoires d'hommes politiques en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu une structure naissante qui,
au premier meeting, mobilise au bas mot 10 000 personnes, comme on l'a vu à Yopougon. Celui de Koumassi a consacré la force et la puissance de la CNC. Nous allons monter en puissance. Parce que croyez-moi, depuis 5 ans, c'est seulement maintenant que les Ivoiriens sont autorisés à organiser un meeting. Nous avons vécu sous la dictature des Dozo, la peur, et les Ivoiriens qui ont été traumatisés par la crise que nous avons vécue, eh bien, craignent pour leur vie. Là, ils savent que désormais, on peut manifester sans trouver la mort. Eh bien, le prochain meeting, le 3e, vous verrez, nous serons des milliers, et nous allons les inviter à venir 10 fois plus nombreux. Mais le prochain meeting, justement, il était prévu à la place de la République. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi il a été annulé? Ça n'a pas été synchronisé. Je me souviens que c'est le président du comité d'organisation du meeting de Koumassi qui, bon, dans l'euphorie certainement, a annoncé la place de la République. C'est pas ce qu'on a décidé. Eh bien, c'est seulement la direction de la CNC composée des différents candidats et donc et président des partis signataires qui décide. Nous avons dit qu'avant d'aller à la place de la République, il fallait d'abord conquérir tous les espaces abidjanais. On a bien réussi Yopougon, on a réussi Koumassi. Le cap doit être mis sur Abobo. Il faut prendre Abobo. La prochaine date, donc, c'est Abobo. Ce sera Abobo. Après Abobo, nous prenons Cocody. C'est en ce moment-là que nous aurons jaugé notre force. Nous pouvons dire, allons-y à la place de la République, en étant sûr qu'on y va pour réussir. Donc, c'est planifié. Alors, donc, il n'y a pas eu de quiproquo. On n'a pas reculé. Bien au contraire, les choses se passent normalement. Le professeur Koulibaly Mamadou n'a pas démissionné. C'est vrai qu'au meeting de Yopougon, bon, ce qu'il a voulu dire, c'est de dire que nous devons, nous, à la CNC, ne pas nous contenter que de rassembler les Ivoiriens du Sud. La Côte d'Ivoire est un tout et qui a aussi besoin de tout le monde. Nous devons libérer nos parents du Nord, qui sont pris en otage par l'ambition d'un seul d'entre eux, qui a fait penser qu'il était venu pour sauver les Ivoiriens du Nord. Mais, disons, 15 ou 20 ans après, faisons le bilan, le Nord est livré à lui-même, abandonné à son propre sort, dans la misère, l'insécurité, abandonné aux mains des coupeurs de route, des braqueurs, eux-mêmes cadres du RDR, ils ne vont plus au Nord les week-ends sans être flanqués de gardes-corps onusiens. De quoi ont-ils peur? De quoi ont-ils peur? L'Ivoirien du Nord, le Sonoufo, le Malinké, le Koyaka du Nord a besoin de vivre en paix, aller cultiver son igname sans que quelqu'un ne le braque en chemin. Voilà ce que Alassane Ouattara leur a servi et il appartient à la CNC de les délivrer. C'est le mot. Il faut les délivrer. La CNC est en train de monter en puissance, comme vous le dites, doucement, doucement. Oui. Mais en même temps, comme je le soulignais tantôt, les couacs sont toujours là. Le FPI qui amène le gros des troupes de ce regroupement a dit récemment, avant-hier, je crois bien, pas question pour ces militants de se faire recenser sur le listing électoral. Je ne pense pas. Ça a été dit, et un communiqué a été pondu, le FPI dit non au recensement. Oh, vous allez aux élections. Alors, avec qui vous allez gagner ces élections? Écoutez, moi, je suis militant du PDC-IRDA. Ce en quoi je crois en politique, j'ai mon idéal à moi. Mon idéal à moi n'est pas fait de boycott systématique. Dieu, il est merveilleux, comme je le dis. Il a pris soin en créant l'être humain de le doter d'une intelligence pour qu'il s'en serve. J'essaie de me servir de mon intelligence. Ce qui est en jeu, je le répète aux Ivoiriens, c'est l'état civil de Côte d'Ivoire. Si vous boycottez l'enrôlement, que vous laissez les autres se faire enrôler le sol, pendant 50 ans ou 100 ans, eh bien, votre pays va vous échapper. Mais enfin, c'est aussi simple que ça. De toute façon, je suis candidat. Un candidat qui appelle à boycotter le recensement électoral, écoutez, je ne vois pas à quoi cela peut obéir. Oui, mais qu'est-ce que vous dites à vos alliés du FPI? Nous nous sommes parlé, nous nous sommes compris, nous avons co-animé ensemble une conférence de presse et ensemble nous avons appelé les Ivoiriens à aller se faire enrôler. Je le réitère ici encore sur ce plateau. Le FPI était bel et bien à cette conférence que nous avons animée. Nous avons analysé la situation. On a convenu qu'il fallait appeler les Ivoiriens à aller se faire enrôler. Si on ne le fait pas, eh bien, nous n'aurons que nos yeux pour... On fera le point après. Honorable, je vais vous regarder droit dans les yeux oui. Pour vous poser cette question. Allez-y. Pour vous, qui a réellement gagné les élections présidentielles de 2010? Parce qu'on vous prête ces derniers temps des propos. Oui. Quelle est votre part de vérité? Oui. Et à quel jeu, si c'était un jeu, vous jouez-vous? Et puis, est-ce de l'opportunisme politique? Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Je n'ai jamais été opportuniste dans ma vie. Et j'ai pris le Seigneur Tout-Puissant qui ne m'inspire jamais de poser un acte qui soit intéressé. Je n'agis pas pour moi-même.
Si j'étais un homme qui agissait pour soi ou pour moi-même, jamais j'aurais quitté le RHDP, que j'ai aidé à construire. Je me serais servi comme tous les autres. Je suis venu là parce que j'ai un idéal et je veux poser des pas qui ne servent que l'intérêt de l'ensemble des Ivoiriens. Tous les actes que j'ai posés, en allant à La Haye, en allant à Mama, ici et là, c'est parce que j'étais convaincu que je les posais dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Je recherche la réconciliation, je recherche le rapprochement, je recherche la paix. Au fond, j'ai été à La Haye, on en parle. Mais quand je vais aux obsèques des parents, par exemple, d'Amadou Soumaoro, personne n'en parle. On m'applaudit, on est content. Pourquoi voulez-vous que j'aille aux obsèques des parents de, comment il s'appelle, Koné Zakaria? Ça ne pose pas de problème à quelqu'un. Mais quand je vais à La Haye, ça veut dire parce qu'il perd sa mère, on estime que c'est l'opportunité. Je suis désolé. Je n'appartiens pas à cette race d'hommes politiques. Je veux être honnête avec moi-même, en harmonie avec ma propre conscience, parce que je crois en Dieu et j'ai sa crainte. Et je crois que c'est lui qui établit tout pouvoir. Voilà ce qui justifie mes agissements. Alors je vous dis la chose suivante, je n'ai jamais été opportuniste, je ne cherche pas à être opportuniste. La politique, elle est d'abord avant tout éthique. Essayons de faire la politique en respectant les règles de ce jeu, qui est un art qui est noble, qui est un noble. Elle vise à améliorer les conditions de vie des citoyens. C'est à cela que je crois. On vous a très bien compris sur ce sujet. On va revenir à notre question. Qui est-ce qui a gagné les élections de 2010? On vous prête des propos, c'est ce que j'ai dit tantôt. Aujourd'hui, croyez-moi, ça apporte quoi aux Ivoiriens ce débat? C'est à vous qu'on doit poser la question. Non, mais les journalistes disent ce qu'ils veulent dire. Moi, je pense honnêtement que les élections de 2010, eh bien, j'ai dit la chose suivante. On a accordé dans le flou qui a régné 47% au président Gbagbo. 47%. Voilà ce que je retiens. C'est 47%. 47%, ce n'est pas rien. Voilà. Donc pour vous, oui, il faut réfléchir à cela. Mais le mystère règne toujours. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte que cette fois-ci, nul n'a à contester le résultat. Et qu'on sache qui a gagné véritablement et qu'on sache qui a perdu aussi. Parce que le flou a régné en 2010 et personne ne peut vous dire exactement qui a gagné. Alors, depuis quelque temps, vous êtes la cible, vous et quelques personnalités du PDCI, qu'on appelle malheureusement les irréductibles, vous êtes la cible de Touré Mamadou, le porte-parole adjoint du RDR, qui vous traite de tous les noms d'oiseaux. Je vais citer quelques-unes de ces pics, comme ça vous allez voir ce qu'il dit. Le carnet d'adresse du ministre Amara ici est périmé. Qu'on a banni à un ego surdimensionné et n'a participé à aucune étape importante de la vie du PDCI. Quant à vous, et c'est à vous maintenant qui s'attaque, il vous taxe d'opportunistes, de traîtres et d'inconstants. Pourquoi, à votre avis, tout le Mamadou s'en prend-il si violemment à vous? Peut-être qu'un jour, vous l'inviterez sur le plateau pour lui poser à lui-même cette question. Moi, je n'ai pas été élevé de cette façon-là. De toute façon, on dit chez nous qu'on juge l'arbre à ses fruits. J'ai été à l'école de Félix Houphouët-Boigny. C'est une école qui est faite de respect d'autrui, où on n'injurie pas. Oui, je n'ai pas à lui répondre. Moi, je pose des actes au vu et au su de tout le monde. J'ai des idées que j'aimais, on les apprécie. Les attaques personnelles, écoutez, c'est pas... Oui, mais honorable, vous êtes un député de la nation. Oui. Quand vous vous faites attaquer par le porte-parole d'un parti politique, oui, vous avez le devoir de répondre, je crois bien. Mais heureusement qu'il y a encore parmi nous en Côte d'Ivoire des gens qui peuvent tolérer. Parce que si nous devons répondre à tout ça, que deviendrait la Côte d'Ivoire? J'espère qu'un jour, ils comprendront que d'autres personnes aussi peuvent l'attaquer sans trouver la mort. Alors, la prochaine présidentielle de 2015 sera rythmée par le problème de l'inéligibilité du président Ouattara. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en parlez au cours des meetings. Est-ce que réellement pour vous, Ouattara doit être éliminé? Est-ce que oui ou non, on est d'accord qu'en 2010, il y a eu un antécédent? On est d'accord là-dessus. Il a été fait candidat exceptionnel. Ben voilà, c'est parce qu'il y avait un problème. Est-ce que le problème a été réglé? Il y a eu un décret, pris par l'ancien président, le président Gbagbo, pour faire de M. Ouattara candidat exceptionnel au regard des dispositions de la Constitution. Ouattara lui-même a été invité à les modifier. Moi, je suis député, j'ai attendu 5 ans à l'Assemblée. Il n'y a pas eu de modification. Donc, ces mêmes articles sont encore là. Ils demeurent en l'état. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. En 2015, je ne vois pas comment on peut s'y prendre autrement. Donc, le problème demeure entier. Ce qu'il faut faire aujourd'hui. Moi, je crois que Ouattara était déjà président de la Côte d'Ivoire. Ivoirien ou pas, il a été 5 ans président.
Maintenant, on fait quoi? Le problème est là, on ne l'a pas réglé, on peut le contourner. Nous devons tous nous engager à respecter notre constitution. Elle s'applique à tous, y compris moi-même et Ouattara lui-même. Donc si on n'a pas modifié la constitution et que l'article 35 demeure en l'état, il faut le respecter. Maintenant, et surtout qu'il y a un problème qui se pose, mais anticipons, pour dire, tout comme en 2010, on a fait un arrangement politique, dans la mesure où l'article demeure, que les problèmes sont les mêmes, on est obligé d'aller encore à un arrangement politique. En ce moment-là, chacun vient poser son problème. On vous a très bien compris. L'alternance politique promise par le régime Ouattara à votre parti, le PDC, en 2020, s'avère être de plus en plus une grosse farce. Heureux ceux qui ne savent pas. Une très grosse farce, et on a comme l'impression que votre parti a été roulé dans la farine parce que récemment, à Paris ici, le ministre Mabri Touakeus a estimé que l'appel de Daouko n'était pas du tout un accord. Et que lui, il s'est préparé à être le candidat des Oufouettistes en 2020. Alors finalement, on se demande bien qu'est-ce qui se passe au RHDP et pourquoi tout ce qui a été dit, on ne peut pas respecter la parole donnée. M. Mabri est dans son droit. Il est chef d'un parti politique, il estime qu'en 2020 il est candidat. Il est dans son droit. Maintenant, ceux qui veulent rêver peuvent rêver. Ceux qui veulent rêver peuvent rêver au PDC IRDA. Mais à ce stade, qu'est-ce que vous dites au président de Dieu? Je n'ai plus à lui parler. J'ai déjà dit aux militants du PDC et aux Ivoiriens ce que je pense. Un parti politique, pour moi, eh bien, il n'a qu'un seul objectif. La raison d'être d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir d'État. Au fond, pendant 5 ans, on prend des risques à occuper le terrain, à battre campagne, à tourner, à sensibiliser, à subir les désirata des militants. C'est justement pour préparer ce seul rendez-vous sur le quinquennat, le jour des élections. Comment vous pouvez expliquer que nous prenons tous ces risques? Quand le moment arrive d'aller aux élections, on dit non, on n'y va pas. Ça n'a pas de sens. Peut-être que bon, ceux qui défendent ces causes ont leur raison, mais on ne peut pas réduire le PDCI à ça. Heureusement que nos militants n'y croient pas du tout. Et vous êtes convaincu que les militants du PDC vont vous suivre en 2015? Mais ils vont le démontrer dans les urnes. Bédier sait, il est le premier à savoir qu'aucun militant n'y croit. Quelques-uns en profitent, comme à leur habitude, pour se faire un peu d'argent de poche. Oui, ça nourrit son homme, ce débat-là. Parfois, on va revenir à la gouvernance du président Ouattara. Vous n'êtes pas du tout tendre avec votre ancien allié du RHDP. Et voilà ce que vous dites de lui, que vous estimez que Ouattara n'a aucune solution sérieuse pour faire répartir l'emploi. Premier point. Et vous concluez que la forte corruption qu'il y a en Côte d'Ivoire est vraiment source de gâchis et en même temps amène la Côte d'Ivoire sur un terrain perdu. Pourquoi est-ce que vous vous attaquez si durement à Ouattara quand d'autres vous accusent d'être comptable de ces faits et gestes? Ouattara disait lui-même il n'y a pas si longtemps qu'il a trouvé la Côte d'Ivoire dans un état méconnaissable. Dans son entendement, c'est bien d'autres des Ivoiriens qui ont mis la Côte d'Ivoire, qui l'ont plongé dans le gouffre. Et pourtant, depuis 2000, à ce que je sache, les militants du RDR ont appartenu, ont siégé dans tous les gouvernements, de Robert Gueye, paix à son âme, jusqu'à Laurent Gbagbo. On peut donc dire que si la Côte d'Ivoire a plongé, Ouattara et le RDR ont contribué à faire plonger la Côte d'Ivoire. Si donc on considère que le PDCI est comptable de sa gestion, de toute façon, moi j'ai pris mes distances dès les premières heures. Parce que j'ai vu l'orientation et j'ai pris mes responsabilités. Je ne suis pas comptable de la gestion actuelle du RDR. C'est clair et c'est connu. Je ne me suis jamais attaqué à sa personne. J'attaque son bilan. Et pour l'instant, je viendrai ici la prochaine fois qu'on se reverra avec le bilan de Ouattara que j'ai défendu moi en 2010. Vous pouvez quand même nous dire quelques mots sur ce bilan. Ouattara a promis aux Ivoiriens de leur construire chaque année une université. Allez-y faire vos enquêtes en Côte d'Ivoire et dites-moi, l'université, la nouvelle en tout cas, qu'on a construite. On a les ponts, on a les routes. Les ponts, donnez-moi le nom d'un seul pont. On a le pont Henri Konan Bédié. Pourquoi il s'appelle Henri Konan Bédié ce pont? Oui, mais c'est à vous de nous le dire. À votre avis, pourquoi il s'appelle Henri Konan Bédié? Moi, je suis militant du PDC IRDA, ça n'est pas d'aujourd'hui. J'ai entre mes mains le projet de société d'Henri Konan Bédié de 1995, l'éléphant, les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Le bilan à mi-parcours, ce pont-là, c'est depuis 2001 que les Ivoiriens devaient l'emprunter. Pourquoi? Vous vous souvenez très bien qu'on avait dédommagé tous les riverains qui étaient là autour. Bédié avait bouclé le financement de ce pont. Il y a eu même les premiers coups de pioche pour construire ce pont. Vous voyez le grand maquis qu'on appelle la Bâche Bleue, qui se trouve aujourd'hui non loin de l'aéroport. Il était bien là. Mais il a fallu que
M. Ouattara dit à l'époque que je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera comme un fruit pourri. Vous ne l'avez pas entendu à l'époque? Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable en décrétant la chien-lit. Eh bien, Bédi a été frappé, Bédi est tombé. Ouattara est rentré triomphalement en Côte d'Ivoire en traitant, qualifiant le coup d'État de 99 de révolution des œillères. Alors, je vais vous dire la chose suivante. Maintenant qu'il n'y a plus d'Ivoiriens, pour frapper des pouvoirs moribonds pour qu'ils tombent, maintenant que on ne la rend plus ingouvernable, quand la paix règne, on peut bâtir. Ce pont-là, c'est le fruit de la paix. C'est le pont d'Henri Konan Bédié. Ouattara ne l'a pas conçu. Donnez-moi notre pont, le pont de Jacquesville. Oui, celui de Jacquesville, on a la route qui part d'Abidjan, de Saint-Gropo jusqu'à Yamoussoukro. Et ça, c'est Ouattara qui l'a achevé. C'est pas rien, on ne va pas biboter en touche. Non, depuis quand vous êtes ici en France? Bah, depuis quelque temps, mais on a toutes les informations, l'ambassade nous informe. Bon, moi je vous informe que bon, vraiment il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut être un peu honnête dans la vie. Cette route-là, vous pouvez la bâtir jusqu'à Saint-Gropo. Laurent Gbagbo l'a prolongée jusqu'à Yamoussoukro. Seulement qu'il n'avait pas inauguré la route. Et est arrivée la crise. Ouattara est venu pour inaugurer en posant là-dessus ce qu'on appelle le péage. Le péage, à vous qui êtes ici dans les pays développés, quand vous prévoyez le péage sur la voie express, vous laissez au moins une voie pour les pauvres. Est-ce que ce péage tel qu'il a été posé donne la possibilité à un pauvre de se frayer un chemin? Ça, ce n'est pas du péage, c'est du racket. Donc la seule chose que Ouattara a faite sur cette route-là, c'est le péage. Ce pont-là, cette route a été bâtie par Oufoué et Laurent Gbagbo. Alassane a inauguré la partie que Gbagbo avait achevée. Le pont de Jacquesville a été conçu de toutes pièces. D'abord par Bédié, et Gbagbo l'a bâti. Ouattara est venu l'inaugurer. Oui, c'est vrai, il est venu, il a profité des circonstances pour inaugurer les œuvres inachevées des autres. Point final, en dehors de ça, il n'a pas encore ouvert la première page de son projet. Oui, mais vous êtes trop les milliards qu'il a promis. Ouattara n'a rien fait dans ce pays. A promis des milliards à chaque région. Je n'ai pas le bon temps ce matin. C'est ce que je sais faire dans ma vie, mobiliser les milliards. Quand je serai président, San Pedro Ratan, Democro Ratan, donnez-moi le nom d'une seule commune, d'un seul département qui a bénéficié d'une seule goutte de milliards. La mystification, c'est terminé. On ne peut pas abuser des Ivoiriens éternellement. Donc, honorable Kakabe, c'est par cette question que nous allons conclure cet entretien. Vous avez ouvert la voie de l'AE à tous les hommes politiques. Désormais, c'est un balai incessant. C'est un balai incessant qu'on assiste. Quelle est la fierté qui vous anime après avoir fait le premier pas en allant à l'AE? Et surtout, quel est votre mot de fin à l'endroit des Ivoiriens? J'observe que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Déjà étudiant, on s'était retrouvé en 1996 ou 98, je ne sais plus quand, face à une grave crise qui avait duré près de 6 à 8 mois. Simplement parce que il y a ce que j'ai appelé à l'époque le choc des orgueils. Le pouvoir Bédié refusait de recevoir la FESI, qu'il considérait comme dissoute par Oufouette. La FESI qui dit tant qu'on n'est pas reçu, l'école ne marche pas. Il a fallu que je m'investisse personnellement, déjà en tant qu'étudiant, par l'entraînement du préfet d'Abidjan, Paul David à l'époque, pour qu'on trouve une issue favorable à cette crise. Quand il y a eu le coup d'État de 99, je n'étais qu'un simple étudiant en fin de cycle. Le grand PDCIRD, avec tous ces barons réunis, ont pondu une déclaration pour décider de mettre Bédié en congé du PDCIRD. Et dire qu'il ne rentre plus jamais d'exil, le PDCIRD. Là encore, j'ai bravé toute la direction du parti, avec tout ce que vous pouvez imaginer, comme baron à l'époque. C'est comme ça que j'ai trouvé M. Bédié. Oui, je suis un irréductible. Et je suis fier de l'être. Je suis venu en exil, retrouver le président Bédié, pour lui promettre que les jeunes du PDCIRDA allaient s'organiser et qu'il allait rentrer au pays. J'ai été mis en prison pour ça à l'aéroport. Bédié est rentré par la suite. Bédié est rentré par la suite. C'est encore moi, je ne veux pas verser dans la démesure, qui suis allé lui proposer à l'époque qu'il ne faut quand même pas perdre de vue la dimension spirituelle de l'œuvre politique. Dieu est au contrôle et aux commandes de tout. Celui qui ne peut pas pardonner ne peut pas avoir l'assentiment du Seigneur. C'est vrai que tu as été victime d'un coup d'État, il faut que tu apprennes à pardonner à ceux qui t'ont fait cela.
C'est moi qui ai indiqué le chemin du RHDP. En créant le RHDP, avec Jean-Blé Guiraou, il est là aujourd'hui. Que n'a-t-on pas dit sur mon compte à cette époque? Comment j'osais, moi, m'asseoir à l'époque, jeune du PDC-IRDA, avec des jeunes, des gens aux mains ensanglantées, des pushistes et des tueurs. C'était un crime. Aujourd'hui, je suis heureux que le RHDP ait vu le jour et qu'il donne à manger à beaucoup d'Ivoiriens. C'est pas moi qui suis à leur table. Je suis constant dans ma pratique politique. J'ai été à La Haye. On me demandait à l'époque d'aller prendre ma carte de militant du FPI. Parce que simplement, j'ai été voir quelqu'un qui vient de perdre sa mère pour aller le consoler dans la pure tradition ivoirienne. Aujourd'hui, tous ceux qui vont là-bas, pourquoi on ne leur demande pas d'aller prendre la carte de militant du FPI? Je suis fier dans ce que je crois faire pour la Côte d'Ivoire. Et je ne changerai jamais tant que je resterai convaincu que cet acte que je pose, ces différents actes que je pose, je les pose dans l'intérêt du peuple. C'est pour ça que maintenant je dis aux Ivoiriens, pour que j'ai la ferme conviction que ces actes peuvent avoir une incidence positive sur le destin de notre pays, alors qu'ils me confient la Côte d'Ivoire. J'ai passé près de 30 ans de pratique politique. Je me suis forgé une âme pour diriger ce pays-là. Je crois que nous sommes prêts. Je dis aux Ivoiriens, d'abord, de ne jamais perdre confiance en eux-mêmes. Chaque Ivoirien doit être fier de lui, comme je l'ai dit. La fierté nationale, qui passe par la fierté individuelle. Ne jamais perdre espoir dans ce pays-là, qui regorge de tellement de potentialités, en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, et de ressources minières plutôt. Voyez-vous, il suffit tout simplement que nous nous remettions ensemble, à nous parler à nouveau, à être unis à nouveau. Nous pourrons faire face aux défis qui sont devant nous et renégocier avec efficacité notre destin. De pays leader de la sous-région, de pays terre d'accueil, mais pour accueillir les autres, il faut bien qu'on existe. La Côte d'Ivoire doit renouer avec la stabilité. Nous devons mettre nos jeunes au travail. Vous savez bien autant que moi, combien sont-ils les jeunes Ivoiriens qui ont vécu, qui ont atteint l'âge de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, qui n'ont jamais goûté au bonheur d'un premier emploi. Et pourtant, la constitution ivoirienne prévoit qu'ils doivent aller à la retraite à 60 ans. Dites-moi, cher ami, quelqu'un qui a vécu jusqu'à 40 ans et qui n'a jamais travaillé, à quel âge il travaille? À quel âge il s'organise pour s'occuper de l'avenir de ses enfants, et lui-même son propre avenir? Voici le triste destin qui est celui des jeunes de Côte d'Ivoire qui ont perdu tout espoir en la vie et qui se considèrent comme une génération sacrifiée. Non, je leur demande de ne pas perdre espoir, ni en eux, ni en leur pays. C'est possible que la Côte d'Ivoire se réveille. Et je leur dis ça, je leur communique parce que mon combat, c'est la résurrection de la Côte d'Ivoire. On vous a très bien compris, honorable Kouadio Konan Bertin. Merci d'être passé sur notre plateau. Téléspectateurs d'Event TV, nous recevions le député Kouadio Konan Bertin, qui est vraiment direct dans tout ce qu'il dit. Merci pour votre fidélité. On se retrouve pour un prochain numéro. À bientôt. Merci.